Salut chers étudiants, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. La prochaine vidéo va porter sur la notion de DNS, dont nous continuons avec la notion de DNS. Je vous rappelle que nous sommes là dans le cadre de la formation administration dans le cadre de la formation d'administration des serveurs Windows. Donc, et nous travaillons sur le serveur Windows 2022. Donc ça, c'est la deuxième vidéo sur le DNS. La table de matière est la suivante. Nous allons parler principalement de la résolution des noms. Résolution de nom. Introduction à la résolution de nom. Pour pouvoir communiquer, chaque machine présente sur un réseau doit avoir un identifiant unique. Avec le protocole IP, Internet Protocol, cet identifiant se présente sous la forme d'un nombre d'une longueur de 32 bits. On parle d'adresse IP. Cependant, pour un utilisateur, il est impensable de retenir les adresses IP de chaque ordinateur. C'est pourquoi des mécanismes de résolution de nom ont été mis en place. Un mécanisme de résolution de nom permet de traduire des noms en adresse IP et inversement. Voilà. En fait, ici, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? On dit dans un réseau, chaque machine, chaque ordinateur a une adresse IP qui l'identifie, qui lui permet d'être identifié dans le réseau et de communiquer avec d'autres réseaux. Maintenant, cette adresse IP est difficilement mémorisable par nous les êtres humains. C'est un nombre long de 32 bits, c'est vraiment compliqué de retenir cela. Voilà pourquoi on a créé la notion nom d'hôte, c'est-à-dire les noms d'hôtes sont les noms qu'on attribue aux ordinateurs du réseau. Et maintenant, le mécanisme de résolution des noms va permettre de mettre en liaison le nom de chaque machine, de chaque ordinateur ou de chaque hôte avec son adresse IP. Donc on fait une correspondance entre le nom de la machine et son adresse IP. Ça, c'est la résolution de nom. Et là, on va parler de la traduction du nom d'hôte en adresse IP et inversement. Au départ, chaque machine stockait localement les mappages nom-adresse IP. Un mappage est une correspondance entre un nom et une adresse IP. C'est ce que j'ai dit plus haut. Ce système a l'inconvénient de demander une trop lourde charge administrative. En effet, à chaque ajout de machine dans le réseau ou bien à chaque modification de la configuration d'une machine, il faut éditer manuellement le fichier contenant le mappage nom-adresse IP. Là, c'est le fichier local. Alors, le fichier local est utilisable, est modifiable manuellement. C'est un fichier qui va contenir le mappage nom de machine avec son adresse IP correspondant. Donc, à chaque nom d'hôte de machine ou d'ordinateur, on fait correspondre son adresse IP. Et c'est un fichier qui est modifiable manuellement. Donc, il n'y a aucun mécanisme de configuration automatique de ce fichier. Et là, c'est un problème. Parce qu'à chaque modification, il faut que l'administrateur vienne modifier ou éditer manuellement le fichier. Le premier mécanisme de résolution de nom mis en place sous Windows est NetBIOS. Donc c'était d'abord NetBIOS d'avant qui faisait la résolution des noms. Un protocole créé par l'entreprise IBM dans les années 80. Cette méthode de résolution de noms a de nombreux inconvénients. Les noms NetBIOS sont limités à 16 caractères. Donc, avec le NetBIOS, les noms des machines étaient limités à 16 caractères. 15 caractères pour le nom de la machine et un 16e caractère qui indique le type de service hébergé
le type de service hébergé par la machine. Donc il fallait définir le nom de sa machine au CRO à 15 caractères. Le protocole NetBIOS utilise la diffusion broadcast pour résoudre les noms en adresse IP, ce qui surcharge la bande passante du réseau. Ouais, la diffusion surcharge parce que avec la diffusion, il y a certaines machines qui reçoivent des crans et qui lui sont inutiles, quoi. Les noms NetBIOS ne possèdent pas de hiérarchie, ce qui les rend inutilisables sur Internet. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Donc, c'est vraiment difficile à l'utiliser sur Internet. Le protocole NetBIOS n'est pas utilisé sur les plateformes non Microsoft. Donc, c'est seulement dans les réseaux, ce qui pose un problème d'interopérabilité. Donc, on ne peut pas utiliser ça dans d'autres environnements et en plus, il n'y a aucune hiérarchie qui permet de distinguer vraiment la machine concernée lorsqu'il y a communication. Donc, sur Internet, c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi sous Windows, un nouveau système de résolution de nom appelé DNS, Domain Name System, a été adopté. Donc, on adopte DNS du fait des limites de NetBIOS. Il corrige les inconvénients du protocole NetBIOS, notamment le nombre max de caractères d'un nom d'hôte qui est de 16. 15 pour le nom de la machine et le 16e caractère qui identifie le type de résolution. Il corrige les inconvénients. Voilà. Résolution de nom d'hôte client. Résolution de nom d'hôte côté client. Lorsqu'un client DNS lorsqu'un client DNS exécutant Windows souhaite résoudre un nom de domaine en adresse IP, par exemple lors de l'accès à une page web ayant l'URL maisonneuve.qc.ca ou bien lors de l'accès à un dossier partagé. Un processus décomposable en plusieurs étapes est exécuté. Donc, on va suivre le processus là. Recherche de l'adresse IP d'un hôte. Donc, déjà, on a tapé. Le principe, c'est que je fais une recherche sur le site www.cmaisonneuve.qc.ca. Donc, je fais la recherche là. Le système va rechercher l'adresse IP de l'hôte. On regarde dans le cache DNS. Dans le cache DNS, est-ce que ça existe? Non. Si oui, sinon, on regarde dans le fichier host. Déjà, si ça existe, oui. S'il y a ça dans le cache DNS, on envoie ça directement. Donc, en fait, s'il y a ça, il n'y a pas de problème. Il y a une résolution. Ça veut dire que l'adresse IP là a été trouvée au niveau du cache. Là, on arrête la recherche. Dans le cas concret, on vérifie ça dans le fichier host. Le fichier host est local à la machine. Maintenant, si ça existe dans le fichier hôte, il n'y a pas de problème. On arrête la résolution parce que l'adresse IP est trouvée, a été trouvée dans le fichier host. Dans le cas contraire, requête vers un serveur DNS. Donc là, on contacte un serveur DNS. Si le serveur DNS est capable de résoudre le nom, c'est bon, tant mieux, on arrête la résolution et on délivre l'adresse IP. Dans le cas concret, on fait la résolution NetBIOS. Si c'est bon, oui, il y a résolution. Dans le cas concret, il n'y a pas de résolution. Là,
c'est le principe. Fonctionnement de la résolution de nom d'hôte. La première chose que doit faire le client avant de pouvoir se connecter au serveur ou bien au serveur de fichiers est de trouver son adresse IP. Ça, c'est la première chose. On trouve d'abord son adresse IP à partir du nom de son nom d'hôte. Donc, puisque le serveur a un nom, à partir de son nom, on trouve d'abord son adresse IP. Le client commence par vérifier si une adresse IP correspond au nom d'hôte. Si une adresse IP correspondant au nom d'hôte est présente dans le cache de nom DNS. Le cache de nom DNS contient tous les mappages nom d'hôte adresse IP qui ont été précédemment résolus. Le cache de nom DNS est stocké en mémoire vive, ce qui permet d'accélérer le processus de résolution de nom d'hôte lorsque l'utilisateur accède souvent au même serveur. Parce que pour une première fois, ça enregistre ça dans le cache et pour les autres fois, on ne va plus aller jusqu'au serveur. Le cache va gérer la résolution. On peut afficher le cache de nom DNS en utilisant la commande ipconfig/displaydns. Donc on fait un ipconfig/displaydns. Ça affiche le cache. Ça affiche le cache et voilà ça un exemple. Il est aussi possible de vider cette mémoire cache grâce à la commande ipconfig/flushdns. Ça c'est pour vider. Voilà un exemple pour vider le cache DNS. Maintenant, est-ce que si j'ouvre ma ligne de commande, si j'ouvre l'invite de commande, est-ce que j'aurai quelque chose? ipconfig/display DNS. Ça c'est pour afficher le cache. Il y a quand même beaucoup d'informations dans le cache moi. Donc il y a beaucoup d'informations. Ça commence là. Donc il y a d'abord l'adresse IPC. L'adresse IPC qui pointe sur le nom dossier. Ici c'est local. Donc il y a aussi cette adresse IP. Là on peut voir que c'est la résolution inversée parce que je vois in addr.arpa. Donc voilà l'adresse, voilà le pointeur. Maintenant, localement, voilà son adresse au niveau de la partie ci. Donc, voilà son adresse. Le record est ici avec l'adresse IP là. Donc, voilà un peu. Maintenant, si je fais ipconfig, je fais un /flush DNS. Ça, c'est pour vider la cache. On dit Windows ipconfig successful flush de DNS resolver cache. Successfully flush de DNS resolver cache. Je relance maintenant le display. Bon, là, ça doit vider. Ça doit vider la cache et ne laisser que les informations locales. Maintenant, on avance. Si l'adresse IP recherchée n'est pas présente dans le cache de nom DNS, alors le client consulte le fichier host. Oui, on consulte le fichier host. Ce fichier est situé dans le répertoire système route, système 32 bit drivers etc. En fait, c'est dans le répertoire-ci. Si vous ne voyez pas, c'est ici. Quand on dit système un peu, c'est en fait le disque C.
La variable système route, c'est le disque C. C'est Windows du disque C. Parce que quand je suis dans le disque C, je peux aller, c'est le Windows, c'est ça. Donc en fait la variable là c'est le chemin vers ce Windows, c'est le C, c'est comme le C 2./Windows. C'est ça ici qu'on va trouver système 32. Système, voilà, système 32. Maintenant, ma machine, s'il n'y a pas de, c'est pas un DNS server, donc on ne peut pas avoir pour l'instant. Donc, on va aller dans drivers etc. Donc on ne peut pas encore avoir pour l'instant. Drivers etc. Vous voyez, ça c'est le fichier host actuellement. Ah oui, c'est le fichier host. Voici le fichier host de ma machine. Je peux l'ouvrir. En fait, le fichier host existe dans toutes les machines. Donc, c'est le fichier host qui fait la résolution locale. Je peux l'ouvrir. Ou alors, j'extrais d'abord avant d'ouvrir. Donc, je vais directement ouvrir. Open with. Je prends le bloc-notes. J'ouvre avec. Voilà un peu ma cache. Je peux ajouter. Ici, on ajoute les résolutions. Voilà un exemple de ligne d'enregistrement, quoi, qui relie la Grèce à ce site. Voilà. Toutes les entrées sont faites de manière statique. Par défaut, il contient uniquement le mot de page entre le nom de localhost et l'adresse IP 127.0.0.1. Le fichier host, ah oui, vous avez vu mon fichier host, c'est ça, localement. Donc, je vais passer. Si le mappage n'a pas été trouvé dans le fichier host, c'est-à-dire si on n'a pas trouvé ça ici, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le client va envoyer une requête DNS auprès du serveur DNS dont l'adresse IP a été définie dans ses paramètres TCP/IP. Là, la machine vérifie, prend l'adresse IP dans ses paramètres TCP/IP. Donc, on choisit la partie qui identifie le serveur DNS, l'adresse IP du serveur DNS. Après, on contacte le serveur DNS. Si le premier serveur DNS est injoignable, alors le client envoie une requête au second et ainsi de suite. Donc, on va aller de serveur DNS à serveur DNS jusqu'à tomber sur le bon serveur. Si aucun serveur DNS n'a été paramétré dans les paramètres TCP/IP du client, ou bien si aucun serveur DNS n'est capable de résoudre le nom en adresse IP, alors le client passe à la quatrième et dernière étape. Donc là, c'est quand on n'a rien trouvé. Si le client n'a pas trouvé le mappage recherché, alors il considère que l'adresse IP recherchée ne correspond pas à un nom de domaine, à un nom NetBIOS. Donc là, on va et lance une résolution de nom NetBIOS. Là, il lance le Legacy System, le NetBIOS. La résolution de nom NetBIOS se passe en plusieurs étapes. Vérification de la présence de l'adresse IP dans le cache de nom NetBIOS. Donc, il y a son cache. Envoi d'une requête au premier serveur Wings, dont l'adresse IP a été définie dans ses paramètres TCP/IP du client. Le client recherche l'adresse IP de la machine sur son sous-réseau en réalisant une diffusion broadcast. Recherche d'une éventuelle entrée dans le fichier drivers TC
lmhost. Je crois qu'il y a un fichier comme ça ici. Est-ce qu'il y a ça? Oui, voici ça. Mais c'est pas un point test. Les étapes B et C peuvent être inversées ou non selon le type de nœud NetBT défini sur le client par défaut. Le nœud NetBT Hybrid est utilisé et il réalise les étapes dans l'ordre ci-dessous. Le type de nœud NetBT peut se paramétrer au niveau du serveur DHCP. Le type de nœud NetBT correspond à l'option DHCP numéro 46. Les commandes NBT stat permettent de manipuler le cache NetBIOS. NBT stat-c pour afficher le cache NetBIOS et l'option R pour purger puis recharger les noms NetBIOS. Purger ici c'est nettoyer, effacer. Si à la fin de ce processus aucune adresse IP n'a été trouvée, alors le client ne peut pas obtenir l'adresse IP correspondante et ne peut pas joindre la ressource. Donc, dans tous les cas, le résultat de la requête sera mis dans le cache de nom DNS. Paramétrage des ordinateurs clients. Lorsque l'on veut accéder à une ressource située sur un réseau, un partage réseau par exemple, il peut être fastidieux de taper son nom de domaine pleinement qualifié. Lorsque l'on veut accéder à une ressource située sur un réseau, un mappage réseau par exemple, il peut être fastidieux de taper son nom de domaine pleinement qualifié. C'est pourquoi Windows offre la possibilité de définir un suffixe DNS principal de l'ordinateur ou bien un suffixe propre à une connexion réseau local. Ainsi, un utilisateur peut taper le nom de la ressource au lieu de son FQDN. Par exemple, si l'on dispose d'un serveur de fichiers nommé Neptune situé dans le domaine oravec.ca et si le suffixe DNS des comptes d'ordinateur a été correctement paramétré, alors l'utilisateur peut taper //Neptune au lieu de neptune.oravec.ca pour accéder aux fichiers au partage réseau. Suffixe DNS principal. Pour définir un suffixe DNS principal, il faut aller dans panneau de configuration système, sélectionner nom de l'ordinateur, cliquer sur le bouton modifier puis sur le bouton autre. Vous pouvez ensuite entrer le suffixe DNS principal dans le champ réservé à cet effet. Je vais vérifier ça ici dans ma machine. Pour cela, je cherche le control panel, c'est-à-dire panneau de configuration. Je viens là, Network and Internet, Network and Sharing Center, Change Adapter Settings. Là, je crois que c'est l'une des cartes qui ne sont pas connectées. Bon, je vais essayer ici. Je viens là, propriété. Je clique ici. Je double-clique là. Je viens dans Advanced.
viens ici au niveau de DNS. Wings, DNS, je crois c'est ici. Ah là c'est le serveur DNS. À peine de 10 DNS suffixes. Là, ici, append primary and connection specific suffix DNS. Bon, quand je veux mettre, je viens ici, je sélectionne ça et je clique sur Add pour ajouter mon suffixe DNS. Mon suffixe DNS peut être peut-être Emile. CM. Là, je valide. Voilà ça. C'est comme ça qu'on ajoute le suffixe DNS. Là, si la machine s'y doit travailler est dans le domaine emile.cm, je pourrais utiliser rien que les noms des machines sans toutefois compléter avec le domaine. Et là, le système sait que à chaque fois, il va ajouter le suffixe DNS. Bon, je vais supprimer. Je ne veux pas ça. Voilà. Suffixe DNS d'une connexion réseau. Pour une connexion réseau, si l'on définit un suffixe DNS au niveau d'une connexion réseau particulière, celui-ci s'applique à la place du suffixe DNS principal. Pour définir un suffixe DNS spécifique à une connexion réseau local, il faut aller dans les propriétés du protocole TCP/IP de cette connexion, puis cliquer sur l'onglet DNS. Il suffit ensuite d'entrer le suffixe DNS dans la zone de texte suffixe DNS pour cette connexion. Cette fenêtre vous permet également de définir les serveurs DNS que le client essayera de contacter pour résoudre les noms d'autres. Voilà, c'est ça. Voilà le suffixe DNS. Vous pouvez, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure là, ici, en venant là. C'est ici, là. Voici ça, suffixe DNS. Vous pouvez aussi activer ou désactiver les mises à jour automatiques des enregistrements de ressources par les clients grâce à la case enregistrer les adresses de cette connexion. Donc voilà la case là. Register the connection addresses in DNS. C'est déjà coché par défaut. Vous pouvez aussi, déjà dit, mise à jour dynamique. Si le serveur DNS est configuré pour accepter les mises à jour dynamiques, vous pouvez alors configurer le client pour enregistrer l'adresse de sa connexion réseau dans le système DNS. Là, on dit si le serveur DNS est configuré pour accepter les mises à jour dynamiques, vous pouvez alors configurer le client pour enregistrer l'adresse de sa connexion réseau dans le système DNS. Si la case enregistrer les adresses de connexion dans le système DNS n'est pas cochée, alors la seule façon de mettre à jour les enregistrements de ressources est d'utiliser la commande. Donc voici la commande pour faire la mise à jour. ipconfig register DNS /register DNS. Là, c'est la fin de ce cours. J'espère vraiment que vous m'avez suivi du début jusqu'à la fin. Beaucoup de courage.
et à bientôt. Le prochain cours va porter sur l'installation même du service DNS. Donc on va commencer la pratique avec Windows Server. Merci vraiment d'avoir écouté, d'être resté jusqu'à la fin et à plus.